Salut les photographes. Bon alors je vous préviens, ce sera sûrement les plus grosses MPR News de toute l'histoire des MPR News parce qu'il y a une patate, une avalanche de news matos notamment. Donc on va pas perdre de temps, on va démarrer tout de suite parce qu'on a une longue émission devant nous. Alors on commence avec les photos news que j'ai un petit peu restreinte cette fois-ci. On a une série de photos que je trouve super intéressante, je vous invite à aller la voir, par un photographe turc qui s'appelle Alper Yeşiltaş. Et en fait, ce photographe avait juste devant lui, enfin à travers sa fenêtre, il voyait une façade avec une petite fenêtre, qui est celle-ci, et pendant 12 ans, il a photographié cette fenêtre. Alors en fait, cette fenêtre était pas fermée, il y avait juste un petit rideau qui volait. Et ce qui est assez chouette, c'est de voir la variété de photos qu'il a été capable de faire avec juste cette petite fenêtre comme simple composition, selon le vent et le mouvement du petit rideau, selon la lumière, selon la météo. Voilà, et donc c'est une série très très chouette et je vais vous mettre le lien dans la description, je vous invite à aller le voir. C'est vraiment très très sympa. Ensuite, news Lightroom, il y a une mise à jour récente de Lightroom Classic CC, une mise à jour pour accélérer notamment Lightroom Classic CC, et c'est plutôt pas mal. Alors ça ne concerne pas tous les ordinateurs, ça concerne les ordinateurs les plus récents, et notamment ça tire parti maintenant des processeurs multicœurs et des ordinateurs qui ont plus de 12 gigabits de RAM. Donc c'est pas mal parce que ça veut dire qu'en gros ils se mettent à la page avec les technologies qui existent depuis déjà un moment. Et donc c'est plutôt bon signe je pense. Ça accélère un petit peu certaines tâches et donc c'est plutôt bien. Et puis il y a quelques autres petites nouveautés. On peut aujourd'hui maintenant créer des collections à partir d'un dossier. C'est-à-dire qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour créer des collections, il fallait sélectionner des photos, créer une collection à partir de là. Et là maintenant, on peut juste faire un clic droit sur un dossier, créer une collection à partir de ça. Alors quel intérêt vous allez me dire? L'intérêt, il est surtout pour ceux qui utilisent Lightroom mobile. Moi, c'est ce que je fais en général et c'était un petit peu fatigant de créer des collections pour que ça se synchronise ensuite sur Lightroom mobile. Parce qu'on ne peut pas synchroniser des dossiers, on peut synchroniser que des collections. Donc voilà, bref, maintenant ce sera beaucoup plus simple de faire ça. Et puis, ça c'est assez intéressant aussi, vous pouvez filtrer maintenant les photos, vous avez plein de moyens de filtrer les photos, hein, par étoile, par sélection, etc. Et vous pouvez maintenant filtrer aussi celles que vous avez déjà modifiées de celles que vous n'avez pas touchées. Donc c'est un filtre que je trouve assez intéressant aussi. Darktable, vous avez vu, je l'ai utilisé dans la dernière revue thématique avec Lily. Vous avez compris aussi que j'étais pas encore super à l'aise avec le logiciel parce que je ne l'ai pas encore utilisé autant que je le voudrais, mais je m'y mets petit à petit. Si ça vous intéresse, et je sais que vous êtes pas mal à être intéressé, je vous invite à aller voir le... Aujourd'hui c'est Darktable sur la chaîne d'Arnaud Thierry. C'est Frédéric de Tézy qui a fait cette vidéo pour la chaîne d'Arnaud Thierry. C'est le principe d'un Aujourd'hui c'est Lightroom, mais avec Darktable, et qui est très bien fichu. Et je trouve que c'est une bonne introduction en fait pour rentrer en douceur et voir un peu de quoi le logiciel est capable, parce que c'est une vidéo qui dure une dizaine de minutes, et on voit déjà à peu près le fonctionnement global et de quoi le logiciel est capable, donc c'est plutôt cool. Et après, si vous voulez approfondir, vous avez la chaîne de Carafif. Pareil, tout ça, je vous mets les liens en description. La chaîne de Carafif qui est sur Darktable depuis toujours. Et puis Oui Photo qui faisait beaucoup de tutoriels Lightroom, qui a fait toute une série de vidéos sur comment faire la transition entre Lightroom et Darktable. Donc pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, qui en ont un peu marre de Lightroom, qui veulent essayer d'autres choses, je vous mets les liens vers ces super chaînes-là. Voilà, tiens, ça je l'ai laissé, mais c'était sur l'image d'avant. On a entendu parler un petit peu de Global Shutter ces derniers temps, ce mois-ci. Alors le Global Shutter, c'est quoi le principe? En fait, si vous voulez, le shutter, comment on appelle ça? C'est pas le déclencheur, le rideau de votre appareil photo. Oui, non, c'est pas le déclencheur. Je sais plus comment on compte en nombre de déclenchements, mais bref, peu importe. Euh, Ça fonctionne de manière verticale, ce qui fait qu'en fait, on va lire sur le capteur les informations ligne par ligne. Et le principal souci qu'on peut avoir avec ça, c'est si vous photographiez des objets qui sont très rapides, ou si vous faites de la vidéo, et vous allez avoir des objets qui vont se tordre un petit peu, parce qu'en fait, le temps entre entre la lecture de la première ligne et la lecture de la dernière, l'objet a eu le temps de bouger, et donc ça déforme un petit peu les choses là. Voilà, ça c'est un petit peu le souci qu'on peut avoir, ce qu'on appelle un peu l'effet de Jello. Et donc pour remédier à ça, il y a des capteurs qui fonctionnent de façon globale et donc qui capturent toute l'information d'un seul coup. Et sauf que c'est très difficile à développer et il y a pas mal d'avancées ces derniers temps avec Sony notamment qui en a fait un avec ses technologies
rétro-éclairé. Et puis, donc là, c'est un capteur de 1,4 mégapixels. Je crois que c'est le premier au-dessus d'un mégapixel qui a cette technologie-là. Et Panasonic, eux, ils sont pas sur du rétro-éclairé, mais ils sont déjà sur du 8K 60 images par seconde avec un global shutter. Donc c'est plutôt prometteur. Ça veut dire qu'on va avoir des... Enfin, c'est probablement l'avenir. C'est pas encore pour aujourd'hui. C'est encore beaucoup en développement, ces choses-là. Mais dans quelques années, je pense que ça devrait arriver. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et puis 500px, vous savez, le site qui aide à bien mettre en avant vos belles photos, et on trouve pas mal de belles photos sur ce site-là, a été racheté par VCG, c'est Visual China Group. Donc c'est une grosse agence d'images chinoise en fait. Donc voilà, juste une news comme ça pour dire que peut-être ils vont apporter pas mal de nouveautés au site, on verra bien. Les news MPR, on a un live comme tous les débuts de mois. Alors habituellement c'est le mardi qui suit les MPR News. Là exceptionnellement ce sera samedi parce que mardi je m'occupe de mes enfants. Donc voilà. Et donc comme d'habitude on aura un petit jeu, un débat, une revue de photos et puis des petites questions-réponses. Donc c'est super cool. Venez y participer si ça vous dit, c'est très chouette. Et puis j'ai commencé à bosser un petit peu avec un monteur qui s'appelle Emmanuel, que je connais, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un peu plus d'un an et demi, j'avais fait une petite annonce pour dire que je cherchais des youtubeurs qui voulaient se lancer. C'était avant, quand je commençais à imaginer le coin des youtubeurs, je voulais faire une espèce de petite promo avec 10 youtubeurs qui voulaient démarrer. Bref, Manu c'était l'un d'entre eux, il a lancé sa chaîne qui s'appelle Prends sa gratte sur la musique à la guitare, qui est très très cool. Et il se trouve qu'il adore faire du montage, et donc voilà, j'ai juste balancé dans une vidéo du coin des youtubeurs, j'ai juste balancé l'idée que tiens, j'aimerais bien peut-être commencer à travailler avec un monteur. Il m'a contacté, puis on a commencé à bosser ensemble. Et donc c'est Manu qui qui monte maintenant notamment les sorties photos. Et je trouve qu'il est bien meilleur que moi là-dedans. La plupart des vidéos, c'est moi qui les monte, mais les sorties photos qui demandent d'être un peu plus rythmées, d'avoir des transitions sympas avec les musiques, des belles mises en valeur des photos, je trouve ça cool que ce soit lui qui fasse. Et donc voilà, c'est cool, je commence à sous-traiter un petit peu cette partie-là. Et puis d'ailleurs, Manu a beaucoup travaillé sur la vidéo qui va sortir, je crois que j'en parle après, hop, juste là, sur la vidéo qui va sortir lundi, qui vous explique dans le détail le voyage photo que je vous propose au mois de septembre, fin septembre 2018. Et donc c'est une vidéo qui dure 22-23 minutes, mais en fait si vous voulez, je vous emmène dans le voyage jour après jour, étape après étape. Donc même si vous savez que vous ne pourrez pas participer malheureusement, je pense que ce sera une vidéo quand même sympa à regarder parce que c'est assez interactif, il y a plein de belles photos, etc. Donc voilà, et c'est Manu qui m'a fait le montage. Juste, j'ai un petit bug sur le site mpr.photo, donc je voulais m'excuser auprès des quelques personnes à qui c'est arrivé et quelques personnes à qui j'ai pas pu répondre au message que vous m'avez laissé dans le formulaire de contact parce que j'ai un bug qui fait que quand je reçois l'email, il n'y a pas votre adresse attachée et je peux pas y répondre en fait. Je sais pas pourquoi ça arrive avec certaines adresses et pas d'autres, donc je voulais juste présenter mes excuses à ces personnes-là. Voilà. Et puis c'est parti pour les news matos. Attention, vous êtes prêts, c'est chaud. Le Sony A7 Mark III, alors j'ai fait toute une vidéo là-dessus en live où je découvrais un petit peu les différentes caractéristiques. Mais pour résumer, c'est un plein format 24 mégapixels de chez Sony avec le capteur rétro-éclairé qui permet a priori une meilleure montée en ISO un petit peu, mais ça permet surtout des meilleures performances, c'est-à-dire qu'il arrive à transférer des données beaucoup plus vite grâce à un autre arrangement de pièces électroniques, je ne sais pas trop comment ça marche. Mais voilà, ça permet notamment d'avoir 10 images par seconde sur un capteur full frame sans avoir forcément un processeur super puissant derrière. Le capteur est stabilisé syntaxe mécaniquement, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire du mieux. L'autofocus a été grandement amélioré par rapport au Alpha 7 Mark II. L'autofocus est hérité du Alpha 9, donc la caméra sport. La batterie était largement améliorée. Il filme en 4K, il y a un écran qui peut être tilt, donc en haut et en bas, mais pas sur les côtés. Et on est sur un prix de départ aux alentours de 2300 euros, ce qui est à peu près 1000-1200 euros de moins que le Alpha 7 R3, qui globalement à peu près la même chose, sauf que le capteur est de 42 mégapixels sur le Alpha 7 R3. Donc c'est vraiment ça la différence qu'il va y avoir entre les deux. Donc je pense que ça commence à être une offre assez attractive pour de l'entrée de gamme plein format. On a quand même dès le départ un boîtier qui fait à peu près tout bien, quoi. Donc c'est cool, c'est super. Canon a annoncé trois boîtiers même. Je vous ai dit, il y a de la news. Donc il y a le 4000D qui remplace le 1300D.
qui a un capteur APS-C 18 mégapixels, qui a une rafale à 3 images par seconde. Et tout a été vraiment revu au rabais. Le flash, par exemple, il se lève pas tout seul. Il faut il faut le, comment dire, il faut le lever avec la main. Il n'y a pas le petit ressort qui le fait remonter. Il n'y a pas de bouton on-off. Il faut tourner la molette et ça fait on-off. Enfin, ouais, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont vraiment un peu au rabais. Ça filme en 1080p, l'écran est assez basique et le tout coûte 400 euros en kit avec un objectif 18-55 non stabilisé. Pour un produit qui vient de sortir, c'est vraiment c'est tarif très 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 bas. Donc je peux comprendre la stratégie là, même si je trouve qu'il est quand même un petit peu limité. Et honnêtement, si vous avez 100 euros de plus, si vous êtes prêt à investir dans votre premier réflexe, partez plutôt sur celui-là. Donc le Canon 2000D qui remplace le 750D. Soit dit en passant, ils sont en train de revoir leur nomenclature, j'ai l'impression, et c'est plutôt bien. Ça m'a l'air plus logique de partir sur des trucs comme ça. Donc on imagine que ceux qui vont être à 4 chiffres, 4000, 2000, on voit que le 4000 est plus entrée de gamme que le 2000, ce qui correspond à la logique Canon des boîtiers plein format, c'est-à-dire qu'on va avoir le 7D, non, pardon, enfin le 7D c'est encore autre chose. On a le 5D, le 6D pardon, qui est un petit peu moins bien que le 5D, qui est moins bien que le 1D. Donc là c'est un petit peu pareil, on retrouve un peu la même logique et on n'a plus la logique de version. Donc peut-être que bientôt on aura le 2000D Mark II, le 4000D Mark II, et je pense que ce serait plus logique qu'ils partent sur cette nomenclature-là. Bref, on a un capteur APS-C de 24,1 mégapixels, 3 images secondes, toujours l'écran assez basique. Et on a un kit qui par contre est stabilisé. Donc là, on a déjà effectivement des fonctions un tout petit peu plus avancées dans le boîtier. On a un objectif stabilisé, on a un capteur un petit peu mieux, donc je pense que ça vaut plus le coup de partir sur celui-là si vous cherchez votre premier boîtier chez Canon. Dans les deux cas, il n'y a pas le fameux dual pixel qui donne un autofocus assez extraordinaire. Et puis, attention, grosse news, Canon a sorti son premier boîtier mirrorless qui inclut de la vidéo 4K. Je sais que pour la plupart d'entre vous photographes, vous en fichez complètement de la 4K, mais pour moi c'est important. Notamment parce que ça peut faire une petite caméra pour vlogger qui est plutôt pas mal, parce que c'est assez léger. Ça peut se prendre comme ça au bout de la main. APS-C 24,1 mégapixels, un viseur électronique, un écran orientable du coup dans toutes les directions. La vidéo 4K par contre c'est croppé, parce que ça ne prend que la partie centrale du capteur, et puis il n'y a pas le dual pixel quand on est en 4K, donc ça c'est un peu dommage. Donc c'est de la... Ils font les choses un petit peu à moitié malheureusement. Et ça reste un appareil photo en monture M, c'est-à-dire que vous devez acheter des objectifs spécifiques pour cette monture-là. Donc moyennement intéressant quand même, 900 euros en kit. Pentax a annoncé la deuxième version de son boîtier plein format pour photographe de paysage plutôt, donc le K1 qui est donc le K1 Mark II, avec un gros capteur 36,4 mégapixels, stabilisé 5 axes, avec plein de technologies en plus parce qu'il est tellement stabilisé dans tous les sens qu'il arrive par exemple à suivre les étoiles quand vous prenez des photos de nuit et donc à faire des pauses de plus de 20 ou 30 secondes parce que le capteur va suivre un tout petit peu le mouvement de la Terre. Vous pouvez faire des pauses plus longues et avoir des photos bien plus jolies en baissant les ISO par exemple. Il permet aussi de remettre l'horizon droit à chaque fois que vous prenez une photo, ce genre de truc. Ils ont augmenté même ils ont amélioré la fonction de pixel shift. Donc vous savez, pixel shift, c'est quand il prend 4 photos et que l'appareil photo va mélanger les 4 photos pour augmenter la résolution de la photo. Jusqu'à présent, il fallait être sur trépied. Maintenant, ils peuvent même le faire à main levée. L'autofocus a été amélioré. Par contre, quand je dis que ça reste un appareil photo de paysage, c'est qu'on est limité à 4,4 images par seconde. Donc c'est assez faible si vous voulez faire autre chose que du paysage. Et puis on a un écran qui tilte un petit peu dans tous les sens avec, vous savez, ces espèces de pistons derrière. Il est juste bizarre cet appareil photo. Je l'ai pris en main au salon de la photo. C'est vraiment trop drôle. Il y a des espèces de pistons derrière l'écran. Mais en fait, c'est bien solide, ça tient bien. Enfin voilà, 2000 dollars pour ça, donc c'est un bon prix, ça reste du Pentax. Alors voilà, Pentax limité un petit peu par les optiques, et notamment parce que les fabricants d'optiques qui ne dépendent pas des marques, donc les Sigma, Tamron, Tokina, Samyang, etc., font peu d'objectifs pour les montures Pentax malheureusement. Fujifilm a sorti le X-H1, donc c'est un APS-C 24,3 mégapixels, avec un capteur stabilisé. C'est une première pour pour la série X de chez Fuji. 14 images par seconde, donc vraiment excellente rafale. Il filme en 4K, on a un écran orientable dans toutes les directions. Donc on a vraiment un boîtier qui se positionne là en face des 7D Mark II, des Nikon D500, etc.
et qui commence à avoir de l'allure, et en mirrorless. Donc vraiment un bon gros coup de chez Fuji pour un boîtier vraiment quasi pro, quoi. 1900 $. Ensuite, Fuji a sorti le X-A5, donc c'est un petit appareil photo compact mais à capteur APS-C, 24,2 mégapixels, un nouvel autofocus à détection de phase, 600 $. Hop. Panasonic, je vous dis, il y en a de la news. Le nombre de boîtiers qui sont sortis au mois de mars, c'est juste hallucinant. Il y a un salon qui s'appelle CP+, qui est un salon de la photo aux États-Unis ou au Japon, je ne sais plus. Mais donc du coup, il y a beaucoup de marques qui en ont profité pour faire des annonces. Panasonic GX9, 20,3 mégapixels avec un capteur micro capture stabilisé, 9 images par seconde, il filme en 4K, un écran qui peut tilter de haut en bas, un viseur électronique qui est caché là-dedans, là, qui se relève et on peut voir à l'intérieur. 1000 $ en kit, donc là aussi probablement un très bon appareil photo pour les vlogueurs, probablement, pour se filmer en tout cas, ou si vous voulez un appareil photo un peu compact pour faire des photos. Olympus Pen EPL9. 16 mégapixels, micro 4 tiers, stabilisé. Ils n'ont pas donné le nombre d'images par seconde. Je trouve ça juste dingue qu'on fasse une annonce de boîtier de nos jours sans annoncer la rafale. Ils filment en 4K. Je pense que je vais bientôt arrêter de dire que les appareils photo filment en 4K parce qu'en gros, à part chez Canon et Nikon, ils le font tous, quoi. Un écran qui tilt, 330 grammes, ce qui est très léger, donc j'ai pensé que c'était intéressant de le noter. 700 $ avec un objectif kit. Tamron, on arrive sur les objectifs. Alors, Tamron a annoncé son premier objectif, enfin il me semble, premier objectif pour les appareils photo mirrorless plein format de chez Sony, à monture E. 28-75 mm f2.8. Et vous allez voir que ça a une importance. Donc il est spécialement pour cette monture-là. Et c'est un petit peu une nouveauté en fait. Et on va attendre un petit peu de voir les optiques Sigma pour en parler. Et puis sinon, un an après avoir sorti le Tamron 70-200 f2.8, Tamron continue à développer sa gamme. Et donc là, ils ont sorti un 70-210 f4 qui est stabilisé pour plein format chez Canon et chez Nikon qui pèse 860 grammes. Donc on a vraiment un objectif qui est plus facilement transportable. Si vous n'avez pas besoin de cette grosse ouverture, ça peut être une bonne option. Et seulement 800 $. Donc je trouve que pour un 70-210 f4 stabilisé, et ben on est encore bien en dessous de ce que vous allez avoir en équivalent chez Canon ou chez Nikon. Donc probablement une très très belle solution. Sigma a annoncé le 14-24 f2.8 pour plein format. Donc on a vraiment là, et puis série R, donc on a vraiment un objectif vraiment dédié pour la photo de paysage, on va dire, avec des angles très très grands. Qui donne pour avoir 0,0 distorsion pour monture Canon, Nikon et Sigma. 1300 $, ce qui est pas super cher pour ce type d'optique très très spécialisée, à grande ouverture et à très grand angle, c'est plutôt cool. Et puis Sigma a annoncé le 105 mm f1.4 pour concurrencer un petit peu le Nikon 105 mm f1.4. Donc là, vous allez avoir le plus beau bokeh du monde, enfin en tout cas le plus important flou d'arrière-plan du monde avec une optique comme ça, parce que c'est une ouverture de dingue et une longueur focale importante, donc ça va créer un gros flou d'arrière-plan, série R. Le diamètre de l'objectif devant est de 105 mm, pour vous donner un petit peu une idée, c'est énorme. Pour monture Canon, Nikon, Sigma et Sony. Le prix n'a pas encore été annoncé par contre. Et donc, voilà cette histoire de... Ah non, pas encore. Sigma a annoncé le 70 mm f2.8 macro série R. C'est le premier objectif macro de la série R pour Canon, Nikon, Sigma et Sony, sans avoir annoncé le prix. Et donc en plus de tout ça, voilà ce qui s'est passé. Sigma ont annoncé là pendant ce salon que donc en plus des deux objectifs que je viens de vous annoncer, ils sortaient 7 autres objectifs à monture Sony qui sont 7 objectifs de la série R qui ont déjà été développés depuis longtemps par Sigma et maintenant ils ont adapté la monture Sony dessus. Donc il s'agit du 14 mm f1.8, du 20 mm f1.4, du 24 mm f1.4, du 35 mm f1.4, du 50 mm f1.4, du 70 f2.8 macro dont on vient de parler, 85 f1.4, 105 f1.4 dont on vient de parler et le 35 mm f1.8. 135 mm f1.8. Donc c'est que des gros objectifs bien lumineux. Et pourquoi c'est une news qui est intéressante, ça, vous avez vu donc, tout à l'heure que Tamron a annoncé son premier objectif pour monture E chez Sony, Sigma a annoncé 9 objectifs pour monture E chez Sony, et c'est pas une coïncidence s'ils sortent ça en même temps et en masse, c'est tout simplement parce que, vous savez, dans le monde de la photo, beaucoup d'entreprises travaillent les unes avec les autres.
Il y en a qui fournissent des capteurs pour des appareils photo, d'autres qui fournissent des optiques pour les marques. Enfin voilà, ils travaillent tous un petit peu ensemble en fait. Il y a des accords qui sont passés entre les marques. Et moi, ce que je pense là, c'est qu'il est très probable que les accords sur la monture Sony, sur l'exclusivité de la monture Sony, sont arrivés à leur terme. Et donc du coup, enfin, les marques secondaires peuvent venir proposer des optiques pour cette monture-là. Typiquement, jusqu'à présent, sur les montures Sony, on avait essentiellement du Sony et du Zeiss. Donc il y a dû y avoir une espèce d'accord d'exclusivité qui arrivait à terme. Et donc maintenant, bam, les bulldozers arrivent. Et je pense que ça, c'est une info intéressante parce que ça redonne d'un seul coup beaucoup d'importance, enfin beaucoup d'intérêt aux appareils photo de chez Sony. Vous allez dire que je suis un peu un fanboy Sony, je ne suis pas encore passé chez eux, mais ça me trotte de plus en plus. Mais pourquoi? Parce que jusqu'à présent, chez Sony, les boîtiers étaient hyper performants et pas forcément très chers par rapport à leurs équivalents Canon et Nikon. Par contre, les optiques étaient très chères parce qu'on avait du Zeiss et on avait du Sony qui veut jouer sur le très haut de gamme. Donc les optiques étaient très chères. Là, d'avoir accès à des bonnes optiques de chez Sigma et Tamron pour de la monture Sony, ça va commencer à faire un système globalement qui est très intéressant. Ça va aussi permettre d'avoir plein d'objectifs disponibles. Donc c'est carrément une bonne nouvelle. Samyang a annoncé un 50 mm f1.2 pour les boîtiers plein format, qui est en focus manuel. Alors, ils ont dit que leur optique, ils l'avaient conçue pour avoir la meilleure qualité optique possible, d'où le fait qu'il n'y ait pas d'autofocus. Et ils disent que leur optique peut avoir une résolution de 50 mégapixels. C'est un peu ce que tout le monde dit en ce moment. En gros, ce qui se dit, c'est que jusqu'à présent, on avait des capteurs qui dépassaient peu les 20-25 mégapixels. Et que donc les très bonnes optiques suffisaient. Et que maintenant qu'on a des capteurs qui font 40-50 mégapixels, on voit plus les défauts de l'optique quand on a tant de détails que ça dans sa photo. Et donc, le but des fabricants d'objectifs est de dire, bah maintenant, nos objectifs, ils sont faits pour ces super capteurs très définis, etc. Après, bon, il faudra vérifier par des tests, évidemment, ce qu'ils disent tous aujourd'hui qu'ils font des super objectifs à 50 mégapixels de résolution. Donc voilà, eux disent c'est optimisé pour ça et pour filmer en 8K. 1000 $ quand même pour avoir un objectif manuel. Tokina lance une nouvelle gamme d'objectifs qui s'appelle Opera, qui elle aussi se veut être extra qualitative. Donc c'est un 50 mm f1.4 pour ouvrir le bal, en monture full frame, donc plein format, chez Canon et chez Nikon, avec autofocus. Par contre, le prix n'a pas encore été annoncé. Zeiss annonce un 25 mm f2.4 pour Sony. Alors un truc intéressant, je trouve, c'est qu'on peut choisir avec un tout petit tour de tournevis si on veut que l'ouverture se fasse par clic, vous savez, comme en photo, donc avec une ouverture par stop, on va dire, ou si on veut qu'elle soit décliquée, c'est-à-dire totalement en lisse, ce qui est souvent assez intéressant en vidéo. Donc voilà, je trouve ça intéressant que juste par un petit tour de vis, on puisse transformer un objectif photo en objectif vidéo professionnel. 1300 $ pour le bestiau. Lensbaby qui sort un Burnside 35 mm. Alors Lensbaby, ils font que des optiques un petit peu originales, qui font des effets spéciaux. Là, celle-là, c'est l'optique qui fait, vous savez, un bokeh tournant derrière avec on a l'impression que tout tourne derrière le sujet principal. Donc en fait, en gros, vous avez le centre de l'image qui est relativement net et relativement simple et normal. Et tout autour, on a l'impression que ça tourne un peu. Donc c'est un effet particulier. Ça sort, alors je mets toute monture parce que ça sort pour 7 ou 8 montures différentes, je crois. Et ça coûte aux alentours de 500 $. Canon qui annonce un flash. Alors oui, je ne parle pas souvent des flashs, mais là, il y a une innovation qui est plutôt sympa et qui vient de chez Canon, donc ça a le mérite d'être annoncé. Donc c'est le 470 EX AI, c'est soi-disant un flash intelligent. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que, tiens, j'ai mon flash qui est là, alors c'est pas du tout un Canon celui-là, c'est que vous allez monter votre flash sur votre appareil photo. Par exemple, vous êtes sur le côté comme ça, et puis votre appareil photo va détecter que votre sujet est là. Il va faire un micro-flash pour mesurer un petit peu l'exposition dans la pièce et se rendre compte que il y aurait intérêt à ce que la lumière soit plutôt rebondie sur le mur qu'il y a là ou sur le plafond qu'il y a au-dessus. Et au moment où vous appuyez sur, donc si vous êtes dans ce mode intelligent, vous pouvez le mettre en mode manuel si vous voulez, au moment où vous appuyez dessus, le flash, il va se mettre tout seul à tourner exactement comme il faut. Donc le truc, il fait pas tous les clics comme ça, il fait et après il prend la photo. Donc c'est un côté un peu magique, un petit peu robotisé, c'est assez marrant. Alors je ne sais pas si ce sera très utile, on va dire, parce que je pense qu'en général on est suffisamment... J'imagine qu'on est assez capable de dire je préfère faire rebondir au plafond ou sur le mur parce qu'on voit un peu l'effet que ça donnera.
Mais peut-être que ça donne des super résultats que même les humains sont pas capables de créer. J'en sais rien, je sais pas. Mais je trouve la techno intéressante dans tous les cas. Donc voilà, 400 $. Meze Audio, alors c'est, vous savez, les petits écouteurs, là, ils m'en avaient envoyé un, ils m'avaient envoyé un petit kit il y a 2 ans maintenant, je crois. Ils m'en ont renvoyé un parce que je les adore, c'est toujours les mêmes écouteurs que j'écoute. Donc c'est pas une vidéo sponsor, c'est juste qu'ils m'envoient ça et puis ils disent si ça vous plaît, vous pouvez en parler dans vos vidéos. Donc j'en parle. C'est ce que je mets dans mes oreilles quand je retouche mes photos dans Lightroom. Je me mets toujours des petites playlists de musique un peu new age, un peu machin. Et moi j'ai toujours pas trouvé, enfin je suis pas un super mélomane, mais pour moi c'est le top de la qualité parmi tous les écouteurs que j'ai pu tester. Donc voilà, je voulais vous en parler. Cela c'est finition noyée, vous voyez, avec des petits trucs en bois, donc c'est un peu classe. Ça coûte 79 euros et moi j'aime bien, je suis fan, donc j'hésite pas à en parler parce que ça me plaît. Lenscapt, c'est un truc en Kickstarter qui va se lancer en Kickstarter, donc en financement participatif. Là pour le coup, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça me paraît bizarre ce truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça part du principe que a priori on perd nos bouchons d'objectif en permanence. Alors je sais pas, moi c'est pas forcément mon cas, mais il y a peut-être des gens à qui ça arrive. Et donc le truc c'est qu'en fait vous avez votre bouchon d'objectif, vous vissez un truc sur votre objectif et votre bouchon va venir se clipser dessus. Et ensuite vous pouvez l'ouvrir un peu comme une petite fenêtre. Donc du coup, le bouchon reste tout le temps accroché à votre appareil photo. Alors je trouve qu'on a l'air un petit peu débile avec ça, parce qu'on prend le truc et on a le petit flap comme ça sur le côté. Quitte à avoir l'air débile, je préfère avoir un petit truc qui pendouille à la limite. Voilà, donc pour moi, je vois pas l'intérêt de ce genre de truc en fait. Donc je me demandais, surtout que ça coûte 79 euros, à ce prix-là, bah, on s'achète 10 capuchons normaux et puis on les remplace si on les perd, quoi. Donc voilà, je me demandais si vous trouvez que c'était utile ou futile. Steadicam. Alors Steadicam, quand j'ai vu qu'il sortait le Steadicam R, je me suis dit, waouh, un nouveau stabilisateur de caméra, parce que c'est une marque qui fait des stabilisateurs de caméra à la base. Mais non, là c'est un monopode, qui est un petit peu innovant aussi, parce qu'en fait, il y a de l'air comprimé à l'intérieur. Et donc en fait, c'est un monopode que vous pouvez baisser en appuyant dessus. Ça se baisse tout seul, il n'y a pas de truc à dévisser. Et si vous voulez le relever, vous avez une mini pédale en bas. Avec votre pied, vous appuyez dessus et ça le fait remonter comme ça. Donc c'est assez futuriste aussi. C'est assez rigolo. Bon, 400 $ pour l'innovation, mais enfin voilà, c'est plutôt cool. Ils ont fait une vidéo de présentation qui est plutôt sympa. Et voilà. Pfiou. Donc, pas de coup de pouce ce mois-ci, désolé, mais là je pense qu'on a déjà bien été dense dans l'information. J'espère que toutes ces news vous auront fait plaisir, que vous aurez trouvé des choses sympas. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les vidéos, les trucs un petit peu plus dingues à la fin, les nouveaux boîtiers, les nouveaux objectifs, enfin voilà, tout ça. Allez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur mon petit réflexe. Ciao, n'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner. Salut.